Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Aujourd'hui, pour ce week-end, pour ce samedi, on va faire un contenu beaucoup plus théorique que d'habitude, qui va commencer par une analyse d'un extrait d'Alice Cordier qui dure 14 secondes, pour ensuite présenter un courant dont je parle de temps en temps, le courant intersectionnel, qui est un courant absolument passionnant à investiguer, à analyser, à lire aussi. Il y a beaucoup d'ouvrages sur l'intersectionnalité. Je recommande bien évidemment, avant toute chose, si vous vous intéressez à ce qu'est l'intersectionnalité ou si vous voulez réellement savoir ce qu'est l'intersectionnalité pour ne pas vous retrouver pollué par la caricature qu'en font les conservateurs, l'extrême droite, etc., à lire les articles de Kimberly Crenshaw, qui est une militante afro-américaine qui a, si ce n'est théorisé l'intersectionnalité, en tout cas qui l'a particulièrement bien popularisée et surtout qui a réussi à la définir de façon particulièrement claire. Et vous allez voir que si vous ne connaissez pas l'intersectionnalité, les cours intersectionnels, ils sont très différents de ce que vous pouvez imaginer. Donc déjà, la personne qui comprend en France le mieux les cours intersectionnels, c'est Alice Cordier, non, qui dit ceci, je pense qu'elle était sur CNews. Écoutez ce qu'elle en dit. À comprendre le féminisme majoritaire si on ne comprend pas l'intersectionnalité. Je m'arrête juste là, je sais que ça fait à peine 2 secondes qu'elle a pris la parole, mais quand elle dit on ne peut pas comprendre le féminisme majoritaire si on ne comprend pas l'intersectionnalité, c'est une affirmation que moi je ne peux pas vous dire si elle est vraie ou si elle est fausse, je peux vous dire un minima qu'elle est particulièrement discutable. Parmi les féministes de la première vague, vous aviez Françoise Vergès, qui a parlé un petit peu de la nécessité de concevoir le féminisme autrement que par une vision bourgeoise et blanche. Alors elle était évidemment très soutenante des courants de la première vague et des luttes pour l'accès évidemment à la santé sexuelle des femmes en particulier, mais elle expliquait également qu'à ce moment-là, étant donné qu'on concevait le féminisme comme une lutte par des femmes blanches pour des femmes blanches, elle considérait qu'il y avait une tâche aveugle. Et elle explique particulièrement bien dans l'intégralité de ses ouvrages. Vous en avez un qui parle justement de la Réunion, on en avait parlé dans « À qui appartient le corps des femmes », on avait beaucoup parlé de Françoise Vergès, je vous recommande de la lire également, parce qu'elle explique que si on n'inclut pas la vision intersectionnelle dans nos luttes, finalement, eh bien, un certain nombre de femmes qu'on va laisser de côté. Et donc quand elle dit, Alice Cordier, que c'est le courant féministe majoritaire, c'est une affirmation qui est au minimum discutable. Il faudrait faire une étude assez approfondie de comment le féminisme est représenté aujourd'hui. Mon opinion, c'est qu'aujourd'hui, non, le féminisme majoritaire n'est pas du tout un féminisme intersectionnel, mais Alice Cordier l'affirme. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'elle en dit ensuite du féminisme intersectionnel ? Alors l'intersectionnalité, pour l'expliquer brièvement, c'est une idéologie qui est basée sur l'analyse de la société de Bourdieu. Alors deux choses, premièrement, en choisissant le mot idéologie plutôt que théorie, elle sait ce qu'elle fait. Une idéologie dans la bouche des réactionnaires et des militants et militantes d'extrême droite, vous comprenez très bien ce que c'est. Pour eux, la gauche est idéologique, mais pas l'extrême droite. L'extrême droite, c'est le réel, la gauche, c'est de l'idéologie. Et donc, choisir de parler d'idéologie plutôt que de théorie, déjà, ça pose les bases. Ça dénote de la vision qu'elle va en avoir. Ensuite, elle explique que il faudrait comprendre l'intersectionnalité par l'analyse de la société de Pierre Bourdieu. Entre des dominants et des dominés. À comprendre entre des dominants et des dominés. Alors s'il est tout à fait vrai que Pierre Bourdieu a étudié les rapports qui pouvaient exister entre dominants et dominés, il est parfaitement faux d'affirmer que Pierre Bourdieu n'a jamais parlé d'intersectionnalité. Il n'a jamais parlé d'intersectionnalité dans sa vie. L'intersectionnalité n'a strictement rien à voir avec l'analyse de la société de Pierre Bourdieu. Absolument rien à voir. Pierre Bourdieu, il a étudié certains mécanismes de domination, c'est vrai. Il a produit des travaux de sociologie qui dépassaient aussi le travail de la domination. Il a aussi parlé de l'influence du fait divers, de la télévision, etc. Il a parlé des puissants en général, mais l'intersectionnalité n'a rien à voir avec Pierre Bourdieu. Donc l'intersectionnalité, pour la définir, on va dire brièvement avant de lire 2 paragraphes sur Wikipédia qui sont, je trouve, parfaitement clairs, c'est le fait de considérer qu'il existe des discriminations qui se basent sur plusieurs critères. Ça peut se baser sur un critère de genre, un critère de race, un critère d'âge. Il peut y avoir des discriminations liées à votre statut social, à la religion que vous avez, à votre sexualité, etc. etc. Ce que dit Kimberly Williams Crenshaw, c'est que l'intersectionnalité, on ne peut pas la concevoir comme simplement un empilement de discrimination. Certes, il y a une forme d'empilement de discrimination. Vous pouvez subir plusieurs discriminations. Si vous êtes une femme noire musulmane, vous subissez de la discrimination parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes une personne de couleur dans une société occidentale qui a du coup toute une série de croyances racistes à l'encontre des personnes qui seraient extra-européennes, comme le disent les gens d'extrême droite aujourd'hui. Et vous êtes musulmane et donc vous subissez une forme d'islamophobie. Donc bien sûr qu'il y a un empilement de ces dysfonctions. Mais ce qu'explique Kimberly Crenshaw, c'est que ces dysfonctions, elles ne font pas que s'empiler, se croisent également. Pour la faire simple, une femme noire subit de la misogynie, du racisme et une troisième discrimination qui est à l'intersection entre la misogynie et le racisme. Et donc, si demain,
on abolit la totalité de la misogynie dans le monde, les femmes noires subissent encore une forme de misogynie. Parce que dans l'intersection des discriminations qu'elles subissent en tant que femmes et en tant que personnes noires, il y a à l'intérieur de cette discrimination une forme de misogynie noire, comme le disent les féministes décoloniales, entre autres, mais pas que. Et donc, vous supprimez la misogynie, étant donné que la misogynie est comprise comme étant une forme de discrimination des hommes blancs sur les femmes blanches, eh bien, il manque la compréhension de la misogynie qu'elles peuvent spécifiquement subir. Et de la même façon, demain, vous abolissez le racisme dans le monde. Le racisme est compris comme une discrimination des hommes blancs sur les hommes de couleur. Les femmes noires, du coup, il y a une tâche aveugle au racisme qu'elles subissent, parce que leur racisme est aussi à l'intersection de la misogynie qu'elles subissent. Et donc, les femmes noires subiront encore du racisme. C'est un petit peu ça l'idée, derrière ce que dit Kimberlé Crenshaw. Donc, on va lire un tout petit peu le début de l'article, intersectionnalité, ou intersectionnalisme, un mot qu'on utilise très peu, hein. En tout cas dans le vocabulaire courant, peut-être dans le milieu universitaire c'est utilisé, moi je le connais mal. C'est une notion employée en sociologie, en réflexion politique, qui désigne la situation de personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de stratification, de domination ou de discrimination dans une société. Ainsi, dans l'exemple d'une personne appartenant à une minorité ethnique et issue d'un milieu pauvre, celle-ci peut être victime à la fois de racisme et de mépris de classe. Et son racisme et son mépris de classe ne sont pas le même racisme que subirait un homme, par exemple, et pas non plus le même racisme que subirait un homme riche. C'est pas tout à fait les mêmes discriminations. Le terme a été proposé par l'universitaire afroféministe américaine Kimberlé Williams Crenshaw en 89 pour parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme subi par les femmes afro-américaines. Vous voyez, l'intersection, pas le sexisme et le racisme indépendamment. L'intersection entre le sexisme que les femmes noires subissent et le racisme qu'elles subissent. Pour en évaluer les conséquences, en matière de pouvoir et expliquer pourquoi ces femmes n'étaient pas prises en compte dans les discours féministes de l'époque. Vous voyez, les discours féministes qui voulaient travailler sur l'obtention de droits pour les femmes n'incluaient pas les femmes noires. Le sens du terme a depuis été élargi dans les années 2010 avec la montée du cybermilitantisme et englobe désormais toutes les formes de discrimination qui peuvent s'entrecroiser. Pas se superposer, oui, s'entrecroiser. C'est une notion importante. Une contribution théorique des études sur le féminisme. Pour ses partisans, elle permet au modèle de réflexion d'aborder la complexité du monde tout en maintenant l'élan politique qui porte la plupart des actrices et acteurs de ce milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militants intersectionnels considèrent que c'est tout à fait nécessaire qu'il existe des militantes féministes, mais que c'est aussi nécessaire qu'il existe des militantes féministes intersectionnelles. C'est normal de lutter contre la misogynie, contre le sexisme en général, mais c'est aussi important d'avoir une vision intersectionnelle de ces luttes et de considérer qu'une femme blanche riche ne subit pas la même misogynie qu'une femme noire riche, ni qu'une femme noire pauvre, ni qu'une femme musulmane riche, ni qu'une femme musulmane pauvre, etc. On va juste lire ce paragraphe qui est très intéressant, puis on s'arrêtera là. L'intersectionnalité étudie les formes de domination, d'oppression et de discrimination, non pas séparément, donc pas juste on superpose les discriminations et on analyse ces couches séparément les unes des autres, mais dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que les différenciations sociales comme le genre, la race, la classe, la couleur, la nation, la religion, la génération, la sexualité, le handicap, la santé mentale ou l'orientation sexuelle ne sont pas cloisonnées, ou encore que les rapports de domination entre catégories sociales ne peuvent pas être entièrement expliqués s'ils sont étudiés séparément les uns des autres. L'intersectionnalité entreprend donc d'étudier les croisements et intersections entre ces différents phénomènes. Elle analyse les rapports sociaux au niveau macro-sociologique, notamment la façon dont les systèmes de pouvoir expliquent le maintien des inégalités, et micro-sociologique, notamment l'analyse des systèmes d'inégalité dans les trajectoires individuelles. Cette dualité macro-micro caractérise la recherche intersectionnelle. La question de savoir comment les différences sociales sont constituées demeure ouverte. Les notions de sexe, de race ou de classe, par exemple, ont, elles, une autonomie les unes par rapport aux autres, ou bien est-ce qu'elles se constituent mutuellement? Est-ce qu'il faut donner au processus économique, donc à la notion de classe, une prépondérance? Pour répondre, les chercheurs proposent deux directions, l'approfondissement des notions de pouvoir et l'intégration dans le paradigme de l'intersectionnalité de notions sociologiques plus larges, comme par exemple celle de capital social. Conclusion. Déjà, j'espère que l'intersectionnalité, ça vous paraît un petit peu plus clair, mais conclusion. On a Alice Cordier, une militante qui se dit féministe, qui est parfaitement ignorante de ce qu'est l'intersectionnalité, qui ne le comprend pas, qui appartient en plus de ça à un courant politique, l'extrême droite française, qui caricature l'intersectionnalité. Pour eux, l'intersectionnalité, c'est les décoloniaux, les antiracistes, c'est comme ça qu'ils le comprennent. Et donc pour eux, l'intersectionnalité, ça viserait à rajouter une sorte de discours de victimaire. Moi, je subis plus de discrimination que toi, donc c'est moi qui suis légitime à parler. Ça n'est absolument pas ça, l'intersectionnalité. Donc d'une part, elle montre son ignorance profonde de l'intersectionnalité en reliant ça à Bourdieu,
Alors là, très sincèrement, Pierre Bourdieu, il a évidemment écrit un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle La domination masculine, qui est un ouvrage qui a été vertement critiqué, pour la simple et bonne raison que Pierre Bourdieu ne cite quasiment aucune féministe dans La domination masculine. Ce qu'il écrit dans La domination masculine, ça ne vient pas de lui, hein, c'est pas lui qui a inventé les concepts qu'il on va dire, rassemble dans La domination masculine, donc c'est quand même extrêmement critiquable de prétendre que finalement tout ce travail de démarche intellectuelle vient de vous. C'est pour ça que je ne cesse de citer des féministes dans mes vidéos, parce que ce dont je vous parle ne vient jamais de moi. Et en plus de ça, elle nous montre, en utilisant le terme idéologie plutôt que théorie, hein, c'est étudié théoriquement, elle montre en fait tout son mépris à l'encontre d'un courant qui est pourtant parfaitement nécessaire, en particulier dans la période dans laquelle on vit actuellement. Voilà. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas, si vous connaissez mieux la question que moi, c'est tout à fait possible, très, très vraisemblable, à rajouter des précisions en commentaire, de la bibliographie. Vous voyez, hein, j'ai intégré une bibliographie aux commentaires de chaque vidéo. Si vous avez des ouvrages que vous voulez que je rajoute, vous n'hésitez surtout pas. Hein, voilà, moi j'ai toujours travaillé avec vous. Et sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.